jusque vers les 2 heures. Vers les 3 heures, il était parti. Et le lendemain, nous vous avons informé. Je ne vois pas ce que nous avons violé là-bas. Je comprends bien que les expectatives étaient très élevées, les attentes étaient très élevées, mais nous ne pouvions pas nous lancer à la spéculation. Mais ce que je condamne fortement, c'est vous, les journalistes, qui avez profité de ce moment-là pour créer le chaos dans un pays. Ce sont des actes très irresponsables, des gens qui utilisent de leur liberté de presse pour pouvoir créer, mettre en danger l'avenir de toute une nation. Une nation aussi importante pour l'Afrique. Ça, je condamne. Mais il ne faut pas dire que le gouvernement a géré la situation contre la population. Alors nous sommes là pourquoi? Si nous devons marcher contre la population. Je vous remercie. Dans l'opinion ici à Kinshasa, par exemple, les gens disent que la République démocratique du Congo n'est pas un royaume où le pouvoir doit se transmettre de père en fils. Comment vous pouvez expliquer à la population ce qui s'est passé pour que du président Kabila au président Kabila, il a cette transition-là? La deuxième question, c'est qu'on dit aussi dans l'opinion que l'actuel président Kabila ne serait pas totalement un citoyen congolais. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'opinion? Je vous remercie. Il ne serait pas totalement congolais, il serait d'un parent Tutsi avec le président Laurent Kabila. Très bien, je vais revenir à la question, mais j'aimerais poser la première, plutôt répondre à la première. Parce que j'y ai déjà répondu en anglais, je comprends bien qu'il y a certains qui n'ont pas suivi. J'ai dit à notre collègue, notre ami qui a posé la question en anglais, que à un certain point, à une certaine jonction de l'avenir du pays, il faut opérer des choix. Et on est obligé de le faire. Et c'est ce que le gouvernement de salut public a fait dans cette situation particulière. Le 16, à 13 h, quand le chef de l'État m'a appelé, je ne savais pas que dans 45 minutes, il serait tué. Je ne pouvais même pas imaginer que le lendemain, il y aurait un nouveau président au Congo. Mais nous étions amenés à faire des choix dans ce moment-là précis. Mais en tant que responsable, il fallait le faire. Mais il fallait le faire d'une manière appropriée selon les circonstances dans lesquelles on se trouvait. Nous avons apprécié. Un des critères, c'était de savoir, il faut un homme qui est accepté et par les politiciens et par l'armée. Et ça ne pouvait pas, vous comprenez, ça ne pouvait pas se faire comme ça au hasard. Il fallait que les deux institutions se réunissent. Et c'est exactement ce qui a été fait. Le chef de l'État est aux soins intensifs. Nous ne connaissons pas l'issue. Mais entre-temps, l'État doit continuer. Et pourquoi l'État doit continuer? Il faut qu'il y ait la sécurisation de la population. C'est la priorité la plus haute. Et à ce moment-là, il faut privilégier une structure rapidement. C'est ainsi que nous nous sommes rencontrés pour pouvoir délibérer. Personne n'est parti dans cette réunion avec le nom de Joseph Kabila. Mais c'est en délibérant entre nous, en tant que responsables, nous nous sommes dit, nous tous, nous pensons que ce jeune homme, c'est lui qu'il faut qu'il prenne les arènes pour le moment, en attendant que le chef de l'État ne revienne. Et c'est comme ça que cela s'est passé. Il y a des gens qui disent, oh, il fallait les élections. Mais il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Vous voulez, on tire sur le président le matin, le soir, vous avez les élections ici au Congo. C'est vraiment maladroit. D'abord, c'est impossible et ce n'est même pas faisable. Donc, j'aimerais que la population congolaise comprenne personne n'avait l'idée de la monarchie et personne n'a jamais préparé la monarchie dans sa tête. Et personne ici, de tous ces responsables ici, ne veut installer la monarchie au Congo. Mais lorsque il est question, devant certains choix, dans un certain contexte,
il faut opérer des choix. Et c'est ce que nous avons fait. La deuxième question. Je voudrais vous rassurer. Parce que j'ai entendu que même chez les étudiants, c'est ça. Joseph Kabila n'est pas congolais. Mais qui vous dit qu'il n'est pas congolais? Vous savez que son père est un Congolais à part entière. Sa mère est une Congolaise à part entière. Je ne sais pas s'il y a des Bangou ici. Ils connaissent leurs sœurs. Ils sont là. La maman de Joseph et Moubangou comme les deux qui sont là. Pardon? Voilà. Le père de la maman de Joseph est ici à Kinshasa. Vous aurez l'occasion peut-être de les voir après pour vous rassurer davantage. Ses oncles, c'est-à-dire les frères propres à la maman de Joseph, ils sont ici à Kinshasa. Il y en a d'autres qui sont dans l'armée. Quand la maman va escorter le corps, vous aurez découvert qu'elle n'a rien à voir avec les Tutsis dont vous parlez. Vous avez affaire à un fils digne de père et de mère congolais. Et j'aimerais que cette spéculation puisse se terminer. Ça retarde la nation des histoires qui viennent pour créer des troubles. Pour rien, alors qu'il n'en est pas question. J'espère que vous prendrez la responsabilité de pouvoir expliquer ça dans ce que vous écrivez. La maman est Moubangou et elle va revenir. Si les Bangou ne sont pas des Congolais, ils sont tous, ça c'est une autre question. Et vous aurez à juger ça. Vous me rappelez la première question, je m'excuse. La première. De toute évidence, on appelle déjà le président Joseph Kabila président intérimaire. Est-ce qu'il va être installé officiellement? Deuxièmement, dans la Constitution, l'acte 003, il n'est pas prévu, certains disent, ce mot de passation de pouvoir, la vacance n'était pas prévue. Comment allez-vous asseoir le président officiellement, constitutionnellement? Bon, je crois qu'on va se référer à des usages classiques. Mais il sera installé. Il sera installé. Il y aura la prise d'acte. Il y aura la prestation des serments. Il doit le faire. Et les procédures légales et juridiques, on doit les respecter. Parce que c'est ça qui fait les institutions. C'est ça qui fait la force des institutions. Donc, nous ne pouvons pas éviter ça. Mais quant à Libreville, oui. Mais comment est-ce qu'on peut lâcher un héritage aussi important du président Kabila? Nous sommes dans cette logique parce que nous croyons tous dans les dialogues entre les Congolais. Si le président Kabila lui-même s'est déplacé pour aller à Libreville afin de parler, pourquoi est-ce que soudainement, lorsqu'il est mort, nous allons refuser d'y aller? Ça serait injuste. Nous irons à Libreville ou ailleurs, ou là où il sera nécessaire qu'on puisse parler de l'avenir de ce pays. Donc cette logique, on y est encore. Intérimaire devient le chef de l'État, le Kabila. Quelle sera sa première tâche? Est-ce qu'il, après les obsèques de Laurent Désiré Kabila, il va constituer un nouveau gouvernement? Monsieur, madame, je m'excuse. Ça, c'est une question purement politique. Laissez-nous d'abord pleurer notre feu président. Les remaniements, le ceci, le cela, ce sont des questions politiques sur lesquelles on doit se concentrer. On ne peut pas y pleurer et chercher qui sera quoi. C'est très difficile, même si on veut le faire. Et ce n'est même pas conseillable maintenant, parce que lorsqu'on est dans les émotions, ce n'est pas à ce moment-là qu'on fait des bonnes options. Donc je demande que vous puissiez patienter. Il va prêter serment, il va parler du programme, il va vous fixer sur beaucoup de choses. Et je crois que c'est question de patience. Et est-ce qu'il vous a déjà dit qu'il souhaitait mettre en place un nouveau gouvernement très rapidement après les obsèques? Lui et moi, on n'a parlé que de la mort de son père, on n'a jamais parlé d'un nouveau gouvernement. Nous parlons ici du président de la République. Vous avez parlé du nouveau leadership. Ah oui, mais je ne sais pas, bon, peut-être parce que c'est français, mais parce que c'est anglais. Mais leadership, c'est ça. Quand vous êtes un président, vous faites partie du leadership d'un pays. C'est le président de la République. Qui va donner ses orientations. C'est exact. C'est exact.
Nous avons en fait parlé dans notre communiqué, c'est lui qui prend l'action gouvernementale. C'était des termes calculés. Le problème international qui est l'agression qui nous oppose aux pays agresseurs et les problèmes internes, si cette confusion continue, à ce moment-là, on ne trouvera pas une issue à la crise qui sévit en République démocratique du Congo. Je crois qu'il faut séparer les deux choses. Nous voulons que le président Mbeki intervienne pour amener les pays agresseurs à commencer à retirer leurs troupes du territoire congolais, moyennant les garanties de sécurité données et par la République démocratique du Congo, mais aussi par la communauté internationale, parce que la sécurisation des frontières du Rwanda, ce n'est pas de la responsabilité, c'est la responsabilité de la République démocratique du Congo. Donc la communauté internationale doit contribuer. Maintenant, s'agissant des problèmes internes, ce sont les Congolais eux-mêmes qui doivent décider de la solution aux problèmes internes qui est liée à la démocratisation de notre pays. Et là, moyennant aussi la facilitation, et la facilitation passe par la co-facilitation, vu ce qui s'est passé avec la manière dont a procédé au début M. Massiré. Est-ce que la diplomatie congolaise va poursuivre le schéma de la médiation burundaise? Inévitablement. D'ailleurs, quand j'étais à la conférence France-Afrique, j'ai pris contact avec le président Bouyoya et même son ministre des Affaires étrangères. Unanimement, nous avons estimé que malgré ce qui vient d'arriver en République démocratique du Congo, le processus qui a initié le président M. Laurent Désiré Kabila doit continuer. Donc, d'ici la semaine prochaine, le contact sera repris avec les autorités burundaises pour voir dans quelle mesure on peut continuer à traiter d'abord la question de la présence de troupes burundaises en République démocratique du Congo, dans quelles conditions ces troupes doivent être retirées, et puis d'autre part, nous voulons exiger des garanties aux responsables du FDD quant à leur implication au processus d'Arusha et partant au processus de la redémocratisation du Burundi. Ça veut dire qu'on doit s'attendre très prochainement à des accords entre la République démocratique du Congo et le Burundi? Mais tout à fait. Nous voulons avoir un accord sur le retrait des troupes burundaises de la République démocratique du Congo, moyennant certaines garanties. Garanties d'abord, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, quant à la sécurisation des frontières, mais aussi garanties, parce que nous tenons à la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays, et d'autre part, il faut aussi que les Burundais qu'on appelle pour s'impliquer dans le processus d'Arusha aient la garantie qu'ils ne vont pas être victimes du syndrome burundais. Le syndrome burundais, où vous savez, il y a eu quand même 2 assassinats importants dans ce pays. Donc ceux qui rentrent doivent être rassurés quant à leur implication effective dans le processus de démocratisation. Ça devra faire l'objet d'un sommet alors, avec plusieurs médiateurs ou rester les médiateurs principaux? Pour l'instant, je pense que, comme vous avez vu, généralement ces entretiens doivent se dérouler dans un pays neutre. Et donc il y aura l'implication nécessairement d'un 3e pays. Et alors là nous avons été, par exemple, le premier contact a eu lieu à Libreville, donc le président Bongo a joué un rôle important, et les ministres des Affaires étrangères du Burundi et de la République démocratique du Congo se sont réunis à Nairobi. Et alors la prochaine étape sera encore une fois une 2e discussion entre le FDD et les autorités burundaises, et nécessairement avec la présence des autorités congolaises, et après les ministres de la Défense des 2 pays doivent continuer à discuter, et après il y aura une séance qui va tirer les conclusions des différents entretiens afin aboutir à un accord entre le Burundi et la République démocratique du Congo.